à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de commentaires sur cette vidéo d'hier, pas mal de réflexions, de prise de recul, mais également de confrontation par rapport à mes dires, notamment sur l'exposition potentielle de Warren Buffett aux cryptoactifs et notamment aux technologies blockchain par l'intermédiaire de son exposition à 1% de son capital à hauteur de 3 milliards de dollars sur Citigroup. J'aimerais qu'on en revienne en fin de vidéo parce qu'on va parler de quelques actions qui se portent plutôt bien et d'autres qui se portent malheureusement moins bien, et toujours faire un retour par rapport aux commentaires vis-à-vis de c'est un petit peu chassé-croisé entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'était passé en 1970. J'ai eu quelques commentaires très pertinents, toujours intéressants, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas les argumenter. Un exemple concret, c'est ce serait intéressant d'aller regarder par exemple les résultats des entreprises dans les années 1970. Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'était différent? Est-ce qu'ils étaient en perte de vitesse, etc. Ouais, ça peut être intéressant effectivement d'aller jeter un œil, mais pourquoi pas venir le proposer dans le Discord ou directement en commentaire, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. L'idée de cette communauté, c'est de confronter nos idées et puis de gommer nos biais psychologiques, ni plus ni moins. C'est pour moi le plus important. On parlera bien sûr Bitcoin dans cette vidéo, on parlera de quelques cryptoactifs, notamment Riff, ça m'a été souvent demandé, je ne m'en rappelle plus qui me l'avait demandé, mais avec grand plaisir. On va en parler de Riff, il n'y a aucun problème avec ça. Il me semble qu'il a cassé ses précédents lots, il me semble, on en avait déjà parlé de Riff. On parlera également de Mir, et encore, parce qu'il y a Nono, le pro, qui nous a proposé une petite tirade sur le Discord dans Discussion Crypto-Actif. Je trouvais ça intéressant, on va le reprendre directement, on va le lire. Et c'est une bonne idée pour le coup, peut-être éventuellement de spéculer sur ce type de crypto-actif qui était exposé, voire très exposé, notamment sur le protocole de Luna et la blockchain de Luna. J'aimerais qu'on en reparle ensemble. Également un grand merci à Jeff NeroX pour l'introduction, c'est lui qui l'a réalisé, donc je voulais éventuellement souligner son travail. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux dans la communauté à partager vos travaux, les partager gratuitement à la communauté, toujours avec bienveillance. C'est une communauté incroyable et je suis toujours très étonné de vos retours. Il y a plein de choses qui vont arriver bien évidemment et je suis très heureux de ça. Donc un grand merci à toi Jeff NeroX. Si tu as un site internet ou quoi que ce soit, bien évidemment, je le mettrai en description de la vidéo. Pourquoi pas en faire profiter l'intégralité de la communauté de tes compétences, notamment en infographie. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord du Roi du Marché. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois dans l'onglet documentation juste ici. C'est une dizaine de pages. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On va essayer de répondre à la question aujourd'hui: pourquoi les capitaux viendraient sur les marchés crypto et sur les marchés à risque? On va essayer de répondre à cette question parce que finalement on attend des choses peut-être qui n'arriveront pas avant des semaines et des semaines, voire des mois, peut-être des années. On va essayer de prendre du recul et dans toute cette vidéo essayer d'argumenter autour de cette question: pourquoi les capitaux viendraient? Grand point d'interrogation évidemment. Nono, j'ai trouvé ça très intéressant, Nono le pro. Si vous voulez tenter le coup sur Luna, perso je m'y suis pas mis. Par contre sur Mir, sur Mars ou encore par exemple, moins risqué que Luna, plus les votes avancent et plus ces tokens qui avaient chuté sans réelle raison en dehors de la chute de Luna sont en train d'exploser. J'ai déjà fait un 150% sur 2 ou 3 tokens sans pour autant jouer en fait Luna, qui est plutôt risqué. Donc ce serait intéressant éventuellement de regarder de ce côté-là. En réalité, la question qu'on a posée au marché par rapport à ces protocoles et par rapport à ces tokens, c'est de savoir si oui ou non ils étaient vraiment très exposés. Dans le doute, on vend tout. En fait, on flush le marché dans le doute. Mais tout le monde en a pris. Beaucoup en fait de protocoles étaient exposés en UST, notamment sur le Luna, etc. Vous prenez Atom Cosmos, c'était très exposé aussi, hein, et entre guillemets, tout l'écosystème était relativement exposé, au même titre que le BNB avec Binance, qui était très exposé. Ils ont révélé qu'ils avaient perdu près de 1,6 milliard de dollars, me semble-t-il, dans l'affaire. Donc il y a des choses quand même, parce qu'ils sont tenus en fait de les posséder, ces tokens, bien évidemment, et ils les achètent. Alors on ne sait pas vraiment à quel prix ils les achètent. Très souvent, pour être référencé sur les échangeurs, en fait, ce sont des paiements, entre guillemets, en tokens. Voilà, vous me donnez 5%, 6%, 8% et vous êtes listé pendant 3 ans. C'est un peu l'idée contractuellement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe de temps en temps. Donc on peut partir du principe qu'ils ne vont pas forcément payer au prix le plus élevé, mais pour vous proposer des contrats perpétuels, pour pouvoir proposer du margin, notamment sur les échangeurs, il faut qu'ils détiennent en réalité le collatéral. Donc c'est pour ça qu'on peut éventuellement faire flush un marché, parce que dans le doute, hein, vous savez, c'est un petit peu lors du crack, entre guillemets, des subprimes, notamment par rapport à la titrisation ou des titres un peu pourris, entre guillemets, qu'il y avait dans les banques à ce moment-là systémiques. On ne savait pas vraiment qui avait quoi. Dans le doute, on se prête plus d'argent. Dans le doute, on bloque le système financier. Dans le doute, on fait plus de crédit. Dans le doute, chacun regarde un petit peu ce qu'il y a de son côté et puis on fait plus confiance à personne.
Donc les gouvernements ont pris, entre guillemets, l'initiative de remettre sous la houlette de prêts garantis par l'État, etc., pour pouvoir relancer la circuit, l'économie, entre guillemets, potentiellement réelle, voire secondaire, mais c'était l'idée en fait que les gouvernements ont pris le pas et ont pris le pari de dire de toute manière, soit on fait rien et on meurt, soit on fait quelque chose et dans le doute, peut-être qu'on va se sauver le truc. C'est aujourd'hui, heureusement, ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu l'idée dans les panic sells, c'est un petit peu ce qui se passe. On ne sait pas vraiment qui a quoi, dans le doute, on sell. Voilà, c'est à peu près l'idée. On passe Bitcoin. On prend du recul, en réalité, il y a toujours de la chasse un petit peu à la liquidité. J'ai toujours mes deux alertes, hein. Je les avais postées juste ici, c'est 28 605 $. Si on vient à clôturer une bougie en daily en dessous des 28 605 $, bah, ce sera potentiellement baissier ou 28 600 $. Si on vient à clôturer au-dessus des 31 290 $ prix rond, ce serait potentiellement haussier. Et puis vous avez aussi cet énorme range potentiel qui pourrait être créé entre les 34 167 $ et la mèche basse, donc les 26 290 $ en fonction des échangeurs. Ça change, pardon. Je suis actuellement sur Coinbase, un échangeur réputé pour être relativement liquide, toujours contre l'USD. Voilà pour ça. Donc pour l'instant, on range. Donc c'est intéressant, hein, pourquoi pas de faire un petit zoom pour regarder un petit peu ce qui s'y passe. Mais le range se rétrécit de plus en plus. On accumule des liquidités au nord comme au sud. Et pour l'instant, la direction n'est pas prise. On a tendance, dans ce type de configuration de marché, et notamment des ranges, que moi j'appelle potentiellement des machines à laver, de regarder dans des plus petites timeframes, dans des toutes petites timeframes, essayer de déceler des patterns, essayer de déceler des triangles, essayer de déceler des falling wedge ou des rising wedge. C'est très intéressant à jouer, hein, en horaire notamment, mais plus on rentre dans les toutes petites timeframes, plus ça devient approximatif. Toujours prendre l'habitude de regarder ce qui se passe par rapport à la timeframe supérieure. En somme, si vous voyez potentiellement ici, en 15 minutes, un espèce de raging wedge potentiellement baissier, par exemple, un truc un peu comme ça, juste là-dedans. Bah dites-vous que vous êtes quand même sur un bad range en weekly, voire en daily. Donc le potentiel en fait de réaction par rapport à cette dynamique baissière pour aller en fait choper des 3 pour 1 ou des 4 pour 1 n'est pas en fait si évidente que ça. On regarde toujours la time frame supérieure. Il faut vraiment prendre l'habitude de ça, parce qu'en réalité, quand vous avez des grandes volatilités de marché, comme tout à l'heure, on a eu l'ouverture de Wall Street, on était à 30 000, c'est ça, 29 400 $ ou 29 500 $, et puis on a baissé jusqu'à 28 650 $ à peu près, ou un petit peu moins même. Donc on est parti faire de la chasse à la liquidité, on réintègre le range, on attendra bien sûr les clôtures de bougies, je reste haussier jusqu'à preuve du contraire pour aller chercher en fait ces clusters de liquidité notamment jusqu'aux 34 000 $, pas aux 33 000 $, il y a pas mal de vendeurs à découvert actuellement, donc je serai patient, on attendra bien évidemment vendredi matin, parce que c'est là où en fait il y a les expirations des options. Tant qu'en fait ce scénario n'est pas invalidé, bah pourquoi pas le jouer tout simplement. Donc il y a des range traders qui sont positionnés sur des petites time frames en 4 heures, théoriquement vous êtes sortis, puisque ça commençait à se rétrécir de plus en plus. Vous avez juste ici, hein, c'est vraiment les 28 600 $, si on vient à breaker, il y a des grosses poches de liquidité en dessous, c'est une certitude absolue, mais pourquoi pas en fait continuer, réintégrer et aller voir le haut du range. Bien évidemment, parce que jusqu'à preuve du contraire, on achète les bas de range et on vend les hauts de range. C'est ce qu'on fait depuis maintenant début mai, quoi. D'accord ? Donc c'est très difficile parce que c'est très volatile, et plus en fait il y a de moins en moins d'ordres qui sont partagés, notamment sur les échangeurs, plus la volatilité se réduit, et en fait plus le range en fait se produit, tout simplement. Mais je peux comprendre que ce soit frustrant, parce que je l'ai vu pas mal sur le Discord aujourd'hui. Vous avez en fait, c'est toujours très 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 compliqué. Enfin c'est pas compliqué, mais c'est psychologiquement difficile à accepter. En réalité, vous avez des bas de range très forts. Derrière ça galère un peu. On essaie de restructurer, il y a des mèches, etc. C'est difficile de se positionner, vous n'avez aucune structure, le truc qui part, et derrière il re-range, et puis d'un coup ça galère, et une seule bougie en 4 heures qui permet de tout réavaler. Vous avez la même chose ici, c'est difficile, ça galère. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bougies, et derrière, en une bougie en 4 heures, tout est ravalé. Pourquoi ? En fait c'est très simple, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière. Donc dès que ça revient en haut de range, jusqu'à preuve du contraire, l'objectif c'est de le vendre, puisque vous aurez potentiellement plus de vendeurs en haut de ce range que d'acheteurs en bas de ce range. Puisque la finalité, entre guillemets, de cette pattern, bah, c'est d'aller casser vers le bas, ni plus ni moins. Pourquoi ? Parce que la dynamique et la tendance est votre ami, la tendance est baissière, jusqu'à preuve du contraire, en daily et en weekly. Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu frustré, un petit peu pénible. Dès lors, si vous êtes acheteur, si vous voulez acheter ce marché, vous êtes soit range trader, soit trader de tendance. Et vous achetez donc les breakouts. Mais il faudra vraiment attendre des breakouts. Hein. Ça veut dire que ici, ça galère. Les vendeurs de range vont vendre ici. Et puis d'un coup, ça va faire comme un espèce de bouchon de champagne. Et pourquoi pas aller chercher cette target des 34 000 $. Mais jusqu'à preuve du contraire,
vous n'avez pas à acheter ces hauts de range, parce que c'est ce que je vois beaucoup en réalité. On achète les hauts de range parce qu'on attend ce breakout et on le sent et on sait que ça va arriver, mais finalement on se fait réavaler en l'espace de 10 secondes, donc c'est très difficile psychologiquement à accepter. Et ici on a tendance à vendre, parce qu'on dit ça y est c'est baissier donc ça va vendre. En réalité qu'est-ce qu'on fait? En fait on vend les bas de range et on achète les hauts de range. C'est exactement l'exact contraire qu'il faut faire. Ok? Donc soyez patients, soyons patients, et attendons potentiellement les breakouts pour essayer de trouver une direction. Et si breakout il y a, il faudra même attendre la clôture, potentiellement le pullback, qui n'arrive pas systématiquement, parce qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle des fake-out. Ça veut dire que ce sont des faux breaks qui réintègrent derrière. C'est potentiellement et exactement ce qui s'est passé ici. Vous aviez eu, en fait, juste là, je repasse en daily, vous aviez un range qui était juste ici. Il était magnifique ce range. Ok, potentiellement. Derrière, vous avez le break. Clôturant weekly. Réintégration, terminé, plus bas. Donc ça ne marche même pas à tous les coups. Ok? Super important, hein? D'accord? Donc ce qu'on est en train de vivre ici, on le revit ici, bien, dans des plus petites time frames avec une incertitude bien plus élevée. Bien plus élevée, évidemment. Ça, c'était la première chose. Côté Bitcoin, on ne va pas plus parler, puisque ça n'a pas vraiment changé par rapport à hier. Il faudra vraiment attendre au niveau des clôtures. On essaye de pousser la divergence en avant en 4 heures, mais rien de plus. Les liquidités s'accumulent, il n'y a aucun problème avec ça. On est toujours sur des coups de divergence haussière potentielle, mais tant qu'on n'a pas de résolution, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de ranger, tout simplement. Et ça peut durer longtemps, mine de rien. Donc, bien évidemment, depuis le début de la semaine, je suis plutôt... on va faire un petit breakout à la hausse pour, pourquoi pas, aller chercher les clusters de liquidation, parce qu'elles y sont. Hein. Et d'ailleurs, ça, c'est très pénible aussi. Vous le voyez ici, on est sur les 29 300$. Vous voyez un énorme cluster de liquidation de short et vous vous dites on va l'exploser. On va l'exploser et vous passez de 29 400$ ou 29 375$ et on se retrouve grosso modo aux alentours des 28 650$. On dit mais pourquoi on n'est pas reparti les chercher eux? C'est quand même fou cette histoire. Ouais, mais il y a, en réalité, les perpétuels ne sont qu'un collatéral, ne sont en fait qu'un outil, qu'un mécanisme par rapport au marché financier. Ce qu'il faut regarder, c'est réellement le spot. Et ce qu'on a observé en fait à l'ouverture de Wall Street, c'est que des gens en fait ont vendu sur le spot. On l'a très très bien vu au niveau de notre CVD. C'est ici. Et en réalité, bravo pour les vendeurs, notamment de haut de range, puisque vous avez bien en fait vu ça baisser tout simplement. Donc on le constate évidemment, mais c'était déjà dans une espèce de dynamique un peu baissière au niveau du CVD. Donc on peut retracer, on peut même tracer des fibos. Les fibos, vous savez, ça marche sur tout pour le coup. On vient chercher un premier high, et puis derrière, on ne pourra pas continuer à surencière, et puis on fait notre breakout. Donc le temps s'amenuise, certes, mais c'est probable. Pourquoi? Parce que des gros clusters en réalité de liquidation de longue, de short, qui sont toujours positionnés ici, et qui prendront très probablement pas leur profit tout de suite. Ils attendront, parce qu'en fait on a la vision de, on va aller les exploser jusqu'à 20 000$. Je rappelle que le marché a tendance à donner raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Ok? Et les plus patients ne sont ni les range traders, parce que les range traders en fait range tout simplement, et les traders de tendance. C'est très difficile. Donc on va chercher vraiment une tendance long terme qui s'installe avec des vraies structures, des pullbacks, un retour haussier, etc. Et des confirmations, quels que soient les indicateurs techniques, bien évidemment, que vous utilisez. Ça, c'était super important. Donc, je le rappelle une dernière fois, mais les investisseurs, vous regardez. Il n'y a absolument rien à faire, à part couvrir son capital d'investissement. Vous n'avez strictement rien à faire dans ce marché. Parce que tout saigne, en réalité. Et le plus probable, c'est de faire des plus bas sur des nouveaux plus bas sur des nouveaux plus bas, puisque la tendance reste baissière. Ça, c'était extrêmement important. On parle de quelques cryptos, et après on parlera un petit peu du pourquoi on viendrait sur ce marché. Crypto, on va parler de CSPR. Ça m'a beaucoup été demandé, CSPR encore, je vous l'avais malheureusement dit, c'est baissier, c'est SPR, pardon. On va le faire relativement rapidement, on va aller sur Yobi, peut-être qu'il y a un petit peu d'historique sur Yobi. Ouais, il y a un peu d'historique, parfait. Bon, on va chercher les précédents lots, hein. On ne se ment pas chez les rois. Les précédents lots étaient ici au niveau des 0,005 et on est actuellement à 0,038. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on est en train de travailler sous des précédents lots. On ne peut strictement rien faire sur ce marché et sur CSPR. Pour tous ceux qui sont engagés, j'espère que vous n'êtes pas trop exposés parce qu'en fait, le plus probable, c'est de continuer à déprécier cet actif. Pourquoi c'est déprécier cet actif? Parce que jusqu'à preuve du contraire, et ça c'est quelque chose qu'on se dit depuis quelques semaines maintenant, c'est que les capitaux sont déjà sur ce marché. Les nouveaux capitaux ne rentreront très probablement pas sur ce marché.
Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant parce qu'il y a quelques news qui sont passées notamment sur Twitter, qui ont été partagées par Grégory Raymond, comme quoi la Belgique venait de passer les 10% de sa population qui était exposée aux cryptoactifs. C'est plus qu'en France. C'est plus qu'en Allemagne. En Espagne, ils sont aussi plus exposés que les Français ou que les Allemands. Et les Néerlandais sont aussi très exposés, voire les plus exposés probablement d'Europe, sur les cryptoactifs. Dès lors, on peut partir du constat et du postulat que ceux qui voulaient en fait pénétrer ce marché, ils sont déjà et sont en train de souffrir. C'est ça en fait le truc. Dès lors, les bottoms de marché ne sont pas posés par la population. Les bottoms de marché sont posés par des institutionnels et par de la smart money, par des énormes baleines. Et en fait, on pose des bottoms avant et qui doit accompagner des tendances, les news. Et ça, c'est super important. Il y a donc quelque chose qu'il faut relever, c'est pourquoi les capitaux viendront maintenant. On peut penser à nos amis, notre frère, notre père, pour dire c'est le meilleur moment, il faut acheter. Or, il n'y a pas une news aujourd'hui sur Internet ou à la télé qui vous dit qu'il faut acheter maintenant du Bitcoin. Il n'y en a pas. Et encore moins les actifs financiers. Parce que les valeurs technologiques qui étaient en fait relayées depuis les 3 dernières années sur les médias mainstream sont en train de saigner. Mais ça saigne fort. Donc, on est plutôt en train de quitter ce marché. Et la population est en train, et les petits porteurs et les petits portefeuilles sont en train de quitter ce marché. Et on l'avait regardé, il y avait une news qui était passée, je ne l'ai pas retrouvée, par rapport aux augmentations des fonds euros. Et notamment aux fonds dollars. Donc les gens, en fait, vendent leurs actions dans la panique, dans la capitulation, parce qu'ils en ont marre de voir les trucs baiser, parce qu'en fait ça baisse, ça continue à baisser, ça continue à baisser, ça continue encore à baisser. Qu'est-ce qu'on fait? On vend. On tient plus. On capitule, ni plus ni moins. Beaucoup de personnes sur Netflix ont capitulé, beaucoup de personnes sur Snapchat ont capitulé. On va le regarder juste après. Il y a eu une baisse relativement violente. Donc on va prendre du recul par rapport à ça. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, rien n'indique que des institutionnels vont venir. Rien. Les capitaux naviguent. Et ça, vous le voyez extrêmement bien avec l'USDT. Dès que vous voyez en fait Bitcoin baisser, vous voyez l'USDT en fait augmenter, ni plus ni moins. Dès que vous voyez en fait le Bitcoin monter, vous avez l'USDT qui descend, ni plus ni moins. On peut même faire des petites fractales là-dessus. Actuellement, vous avez un espèce de falling wedge ici, tout simplement, si on prend les bougies. Résolution potentielle haussière. Donc probablement que voilà, c'est ça, éventuellement, la résolution de ce petit falling wedge, notamment sur la dominance de l'USDT. Ça marche partout, les patterns fonctionnent partout, même si c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux sur des dominances. Mais techniquement, je le dis parce que je le vois, mais il ne faut pas forcément le jouer, bien évidemment. Mais on est quand même relativement haut. Et comme je vous avais fait la petite démonstration par rapport au petit carré, actuellement, on est plutôt en train de rechercher potentiellement des achats. Parce que les capitaux sont bien là. Si vous voyez en réalité un USDTD ici, à partir du principe que Bitcoin sera probablement proche des 80 000 $ ou des 70 000 $. Donc les capitaux sont déjà là. Mais pour faire venir des nouveaux capitaux, si on parle du public, qui très probablement ne viendront pas, même si vous les suppliez, ils ne viendront pas, ça sert probablement à rien d'essayer, il faudrait de la régulation. Voilà, il faudrait vraiment une vraie régulation des ETF, notamment sur le spot sur Bitcoin. Donc il y a beaucoup de banques systémiques qui sont en train de travailler dessus, notamment aux États-Unis, pour proposer du spot sur des ETF qui permettront en fait de drainer une nouvelle demande. Ça y est pas pour l'instant. Donc bien évidemment qu'on achètera très probablement la rumeur et qu'on vendra la news, mais pour l'instant, rien n'est fait, jusqu'à preuve du contraire. Rien n'est fait. Et actuellement, les institutionnels, ils sont plutôt en train d'essayer de réfléchir comment ils vont sauver leur année, parce qu'ils ont pris des sacrées claques derrière la tête, donc ils vont plutôt se réfugier dans des risques off, entre guillemets, bon du trésor, potentiellement le dollar, même s'il tend à se déprécier un petit peu, il y a un petit retracement, c'est normal, un marché ne fait pas que monter, mais actuellement ils sont plutôt en train de regarder ce qui se passe, et ils vont chercher, entre guillemets, les opportunités, quitte à les pousser très fort. Et c'est là en fait où on rebondit par exemple au cryptoactif, sur la navigation des capitaux à l'intérieur même de ce marché, pour dire que Node Pro est potentiellement parti, au lieu d'aller chercher du Luna, il est parti sur Mir Protocol ou sur Bancor. C'est pas du tout délirant, c'est même plutôt une très bonne approche. Voilà, pour ça, c'était super important. CSPR, casser les précédents en lot, il faut malheureusement s'en éloigner, jusqu'à preuve du contraire, et attendre des magnifiques structures, ni plus, ni moins. On parle de RIF, ça fait longtemps qu'on voulait en parler de RIF, il n'y a aucun problème avec ça. Pareil, il me semble que ça a cassé ses précédents en lot, oui, par rapport à des bottoms historiques ici de janvier 2021, c'est une jeune cryptoactif, on a cassé les précédents en lot, donc c'est baissier jusqu'à preuve du contraire. Voilà, il n'y a pas vraiment de potentialité en fait de retournement haussier là-dessus à très court terme, ça reste baissier, on essaye de faire des magnifiques structures mais je les vois pas, jusqu'à preuve du contraire non, parce qu'on vient casser les pressions en lot, il n'y a aucun W weekly là-dessus, on va regarder là-dessus, touc,
Non, il n'y a rien du tout. Donc derrière, potentiellement attendre une réaccumulation avec des W dans les W, potentiellement le breakout et acheter la forte. Vous achetez le roi de pique ici ou le roi de trèfle là-dedans, c'est pas complètement délirant, mais on met pas all-in. Voilà, mais on attendra vraiment des magnifiques structures. C'est dommage parce que Riff, c'est très sympa, c'est un protocole DeFi, il est vraiment sympa, ça a bien été travaillé, il y a quand même des investisseurs derrière, c'est listé sur énormément d'exchanges. Moi je trouve ça super sympa, NFT, gaming et tout. Ouais, c'est en réalité, t'as plein de super projets. Je sais plus qui c'est qui voulait qu'on en parle, mais je pense que des projets comme ça, vous en voyez beaucoup. En réalité, il y a 2 ans en arrière ou il y a 1 an derrière, c'était la hype totale. Aujourd'hui, c'est à bannir. Entre guillemets, mais c'est à bannir. Non, c'est juste qu'en fait, on est dans un marché baissier. Donc c'est plutôt maintenant qu'il faut essayer de réfléchir à positionner nos jetons. Pourquoi pas faire des arbitrages dans la douleur et dans le saignement pour essayer de sélectionner celles et ceux qui sont potentiellement toujours en train de développer derrière, des personnes qui n'ont pas perdu leurs équipes, des news qui continuent à arriver sur Twitter, les Discord qui sont toujours bien fournis, etc., etc. Des mises à jour qui sont toujours livrées, malgré un marché baissier, pourquoi pas continuer à observer des bonnes news, continuer à augmenter, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder si vous êtes déjà investi dans Riff notamment, ou dans d'autres cryptoactifs que vous aimez beaucoup, pour essayer d'arbitrer sur celles en fait qui sont en train de perdre un petit peu pied. C'est normal, quand la mer se retire, on voit qui avait un maillot de bain, bien évidemment. Citation de Warren Buffett. Ça, c'était super important. On continue. Je voulais qu'on parle de Fantôme également, et d'Uniswap. Fantôme, FTM. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans Fantôme? Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait mis une position dans le Discord. J'ai acheté mon Fantôme. Oui, c'est très bien d'avoir acheté du Fantôme à 0,40 centimes de dollars. Pour le coup, on pensait pas en racheter là. Mais on peut malheureusement pas, en tant qu'investisseur, acheter ici, sauf si vous faites une forme de dollar cost average en la perte. La question, c'est, en fait, le dollar cost average, vous pouvez le faire extrêmement bas. Bon, je pense qu'on est en train de travailler potentiellement sur des bottoms de marché, etc. et qu'on peut repartir sur ces niveaux de prix à structurer des choses, même si ça peut durer relativement longtemps. Potentiellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, c'est super important. Ça peut repartir extrêmement fort, je ne dis pas complètement le contraire, mais c'est ici le moins probable. Ok ? Mais tu es sur des excellents niveaux de prix. Dès lors, comme vous êtes sur beaucoup de cryptoactifs sur d'excellents niveaux de prix et que vous avez fait vos recherches de fondamentaux et que ça vous semble en fait pertinent, peut-être un avenir sur les 3 ou 4 prochaines années, ça répond à des vraies problématiques, il y a une vraie demande derrière, il y a de la vraie communauté qui est prête à holder et à soutenir ce projet-là, le plus safe, entre guillemets, c'est clairement d'attendre des structures. Vouloir agir, en réalité, n'est pas nécessaire en tant qu'investisseur dans ce type de marché-là. C'est une fausse bonne idée, en fait, de se dire, voilà, c'est le crack, on achète dans la panique, etc. Oui, vous pouvez acheter dans la panique, mais ici, c'était la panique, et vous avez vu, en fait, qu'il y a eu des petites structures, des choses qui, hop, une bougie verte, 2 bougies vertes, 3 bougies vertes, le breakout, on vient ravaler une bougie en weekly. Derrière, si vous achetez ici, très honnêtement, est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est intéressant, parce que vous prenez toute la vague. Ok? C'est ça, en fait, qu'on va rechercher. Nous, on s'en fiche de prendre ça. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement prendre ça. Alors évidemment, on couvrira notre portefeuille parce qu'on prendra un 110% pour safe. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais regardez, si je reviens un petit peu en arrière par rapport à Phantom, qui est une très bonne crypto, il n'y a aucun problème avec ça. Bon. On achète la mort ici. On achète la mort, c'est en 2019, c'est en 2019. Derrière, ça craque. Il faut tenir ici. Donc partez du principe que ça peut très bien faire ça actuellement. Et derrière, craquer. Bitcoin à 14 000 $, 15 000 $. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas quelque chose à exclure. C'est pas quelque chose à exclure, c'est important. Donc honnêtement, acheter là-dedans sans aucune structure, parce que c'est baissier, et qu'on voit bien qu'en fait, les vendeurs à découvert sur Bitcoin ou sur Ethereum ne sont jamais inquiétés. Bon, on peut avoir des petits short squeeze, des petits rebonds, des petits trucs comme ça. Alors pas si fort bien évidemment, mais c'est potentiellement ce truc qu'on achètera. Un petit W weekly, tout mignon, tout en bas. Voilà. Vous savez, il faut pas des grands. Il nous en faut pas des grands. Ici, c'est très sympa, et ici, c'est potentiellement très sympa. Ok ? Voilà. Là, c'est Warrior. Ici, c'est pas Warrior. Ici, c'est baissier, en fait. Voilà. Potentiellement un falling wedge, fake out, et derrière, on clôture en dessous. Air de déjà vu. Sur des plus petites time frames. Là, je suis en weekly. Mais ça fait mal, hein, si vous prenez une position là-dedans, parce que vous pensez... Ici, potentiellement, sur Bitcoin, on est juste là, hein, d'accord ? On a cassé les précédents lots, on est dans un marché baissier, potentiellement. D'ailleurs, on peut se prendre du moins 80%, hein. Ce serait dommage en fait de mettre une grosse position là-dedans, ou même une position de 25%, s'il n'y a pas de structure. C'est pas en fait réellement obligatoire, évidemment. Sauf si vous voulez vraiment faire du DCA, et puis jusqu'à la mort, parce que ça aurait pu bien évidemment continuer à descendre, voire disparaître complètement. Donc on achètera plutôt la force, plutôt les breakouts. Voilà. Ceci est plutôt haussier en réalité. Et ça se prouve en fait. C'est haussier parce que ça part fort derrière en fait. 600, 700, 800%. Ok ? Donc, le marché récompense les plus patients. Les plus patients à agir.
C'est plutôt ici qu'on agit. Mais parce qu'on le voit. Oui, mais ici, il n'y avait aucune structure. Donc on n'agit pas, donc il n'y a pas de structure. Il y a des accumulations au nord, au sud également. Les market makers font un arbitrage. C'est plus rentable d'aller là ou c'est plus rentable d'aller là? Visiblement, par rapport au marché crypto, c'était plus rentable d'aller là. Alors qu'il n'y avait plus personne dans ce marché crypto. Il y avait beaucoup moins de personnes à l'époque qu'aujourd'hui. En train de souffrir. Il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui souffrent en 2022 qu'en 2019. Eh oui. C'est très important, même si c'est pas complètement pareil, etc. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'était pour Fantôme. On continue avec Mir, parce que tu as raison. Ça peut être peut-être intéressant d'attraper du petit Mir ou des choses comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a fait sur Mir? Je l'ai vu un petit peu dans mon portefeuille, c'est pas énorme, hein, pour le coup, j'y suis. J'ai pris mon investissement ici sur les 1,38 parce que j'avais pris un magnifique petit W Weekly. C'était un petit pullback d'un W Weekly, je l'ai pris. Derrière, je me suis fait rincer les dents. Et il y a des rebonds. Mais en fait, les rebonds, même si c'est joli, hein, 186%, etc. Mais vous n'avez aucune structure. En réalité, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de revenir en fait clôturer aux alentours des 0,25. Bon, bien évidemment, si vous voulez faire de la spéculation, au-delà de faire de l'investissement, etc., puisqu'on est dans un canal baissier, l'objectif c'est de faire zéro là-dessus. Ok, dans un magnifique canal baissier. Donc bravo pour ceux en fait qui ont spéculé sur Mir. Ça peut être aussi considéré comme des formes de tout petits exit pump. Généralement, ils sont beaucoup plus puissants, les exit pump, mais ça peut être sympa de faire de la spéculation. Là-dessus, pourquoi pas? Mais c'est du trading, hein, on n'est plus sur de l'investissement. Ok, parce que les investisseurs vraiment attendront des magnifiques clôtures de bougies, notamment weekly, des pullbacks, des droits de pic et une belle construction. Ça, c'est super important. Ok, mais intéressant. Moi, je bouge plus de Mir et j'attendrai potentiellement, si ça m'intéresse, parce qu'il m'intéresse toujours, attendre un magnifique W en weekly pour pouvoir réinvestir et doubler ma position précédente. On continue avec encore ANC, on en avait déjà parlé dans le live, me semble-t-il, mais je pense que c'est assez similaire. Voilà, vous avez exactement pareil, des espèces de exit, mais en réalité, c'est ni plus ni moins qu'en fait la controverse de par rapport à cette baisse précédente, vous voyez. Tant que le premier arrêt tient, enfin c'est quand même, à chaque fois, c'est marrant quand même. Vous avez exactement le premier arrêt, ça repigne dessus, formidable, boum, et derrière ça retrace. Et vous perdez en fait depuis le premier arrêt parce que les gens en fait ont des ordres en vente à découvert là-dessus, puisqu'il y a très peu de liquide, c'est très peu liquide déjà, moins 50% par rapport au premier arrêt. Donc il faudra réellement attendre en fait des magnifiques structures. Vous aviez en fait il y a une semaine d'IA, on en avait parlé également, mais ça va faire ça tout le temps. Oh pardon, c'est pas ce que je voulais faire. DIA, voilà DIA. DIA c'est exactement la même chose. Moi, j'ai fait un arbitrage là-dessus. Vous avez un petit exit pump. Je laisse un peu mes gribouillis, mais vous avez compris un peu l'idée. C'est juste ici. Voilà. Vous avez une mèche qui est partie. Voilà. Et qui a fait 214%. Derrière, où est-ce qu'on a clôturé? Dans les choux, en fait. Et là, on continue potentiellement une tendance baissière. Parce qu'il n'y a aucune structure, parce que c'est que de la volatilité en réalité. Et puis, potentiellement, on va shorter des personnes qui ont peut-être très agressivement shorté ce marché. Exit. Boum. Et on revient ici, case départ, le train est déchargé. Si vous n'avez pas pris vos shorts, et tant pis pour vous, malheureusement, vous êtes sorti de ce marché. Même si on n'est pas revenu mettre en doute pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, les précédents high. Ok, pas de problème. Mais ça, vous allez en voir beaucoup. Inutile de se jeter dessus, hein. C'est que des pump and dump. Là, le plus probable dans un marché baissier, c'est si vous voulez les jouer ces pump and dump, il faudra vraiment rester derrière les écrans. Il faut aller les chercher, il faut aller les chercher sur des sites internet, par rapport à la compression de la volatilité, des bords de boulanger, etc. Si vous voyez des breakouts, vous mettez des alertes sur à peu près une centaine de crypto-actifs, pour le coup, parce que là, c'est des petites market cap, c'est moins de 100 millions hein, de market cap, donc pour le coup, il va falloir en mettre beaucoup des alertes, mais c'est pas complètement impossible. C'est pas complètement impossible. Partez du principe que c'est vraiment une toute petite minorité en réalité qui profite de ce type de choses. Ce n'est pas du tout mon style d'investissement, mais ça peut être toujours intéressant, bien évidemment, de l'aborder. Ok, pour ça. Je voulais aussi qu'on parle d'Uniswap. Parce que Uniswap, ça fait beaucoup parler par rapport à une pépite, etc. de l'époque, hein. Notamment par rapport au airdrop que ça avait fait. Donc tous ceux qui avaient potentiellement utilisé Uniswap, vous aviez en fait reçu un airdrop aux alentours de 1500 $, c'était je crois en 2019 ou en 2020, c'était très intéressant. Voilà, c'est en 2020, super, magnifique airdrop. Grosso modo, pour ceux qui ont bien vendu la mèche ou qui ont gardé leur argent, ils ont bien potentiellement profité, ça s'était transformé de 1000 $, ça s'était potentiellement transformé en 15 000 $ et c'était gratuit, c'était un airdrop. Bon, derrière, qui pensait qu'on allait retester ce magnifique W en weekly quoi? Qui pensait? Personne ne pensait, bingo, ça a été fait. En somme, si vous étiez déjà là en fait à l'époque de 2020 et de tout le beau Noël, etc., et vous vous dites, honnêtement, quand vous êtes là, on a tellement envie d'acheter là. Mais maintenant qu'on est là, on n'a tellement pas envie d'acheter là, quoi. Parce qu'on saigne, parce que c'est dur, parce que c'est pénible. Dès lors, on met en place tout simplement une stratégie.
Et la stratégie, en fait, elle est ici. On attend exactement la même chose. Ni plus ni moins. C'est exactement ce type de choses, potentiellement, qu'on attendra. Voilà. Si vous voyez ce type de choses, ça peut être très intéressant d'essayer d'attraper la force. Et juste, vous voyez, je vous le mets juste ici par rapport à la neckline. Honnêtement, est-ce qu'on ne prend pas déjà un 110% et ça paraît ridicule, en réalité, cette petite montée. Mais au moins, vous avez la force. Et vous allez... On l'a pas, mais potentiellement, on peut aller chercher par rapport à des précédents high ici, peut-être un 110%. Allez là, la stratégie. Vous prenez votre profit, ok, ma position est gratuite, derrière, je laisse. Je laisse quoi? Le temps que ça fasse des choses comme ça, potentiellement, et que ça reparte très très fort. Et je serai toujours dans une première classe, voire en dessous d'une première classe, potentiellement pour acheter la force, parce que Bitcoin repart à la hausse, parce que tout ce que vous voulez repart à la hausse. Vous voyez ce que je veux dire? Très très important. Ça, je voulais vraiment vous en parler. On continue avec quelques actions. Et je rebondis par rapport à ce que j'avais dit de Warren Buffett qui avait investi 3 milliards de dollars dans Citigroup. Mais je vais vous faire une confidence. Warren Buffett, c'est un roi. Parce qu'il attend quoi? De la consolidation, potentiellement des structures, et éventuellement il réinvestit quand personne ne s'intéresse à cette action. Vous avez regardé l'action de Citigroup, on n'a même pas pris le temps d'y aller hier. Mais c'est super intéressant en réalité. Vous prenez Citigroup, on va la regarder là. Sur le Nasdaq, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Regardez ce que c'est en fait Citigroup. Ça paraît fou, hein? Voilà. Voilà Citigroup, qu'est-ce que c'est? Le machin, c'est listé en 87. Ça fait son rallye. Warren Buffett, il a dit j'aurais dû en acheter du Citigroup. Bon, il en achète pas ici, Warren Buffett. Il en achète pas ici, Warren Buffett. Il en achète pas ici, Warren Buffett. Il en achète ici. Mais pourquoi? Parce que quand vous passez en linéaire, en fait, vous voyez réellement des W weekly, parce que je suis en weekly, hein. Vous voyez en fait, vous tracez votre ligne par rapport à une capitulation, ici. Vous tracez une autre ligne par rapport à des précédents lots. Voilà. Ici, pardon. Coucou. Je vais pas arriver à l'attraper. Voilà. Je suis toujours en weekly, hein. Vous allez les prendre ici. Bon. On vient les travailler? Non. On les repousse systématiquement. Ça rebondit pile dessus. Bon, ce truc est haussier, quoi. Qu'est-ce que c'est un marché haussier? C'est extrêmement simple. J'arrive pas à l'attraper, je suis désolé. Voilà, bon, on va le laisser. Voilà, c'est pas mal. Un marché haussier, c'est quoi? C'est quand on fait des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Donc on est bien dans un marché, jusqu'à preuve du contraire, haussier. Donc on va chercher le creux, 3 milliards de dollars là-dedans. Mais on a bien des W weekly, dans des W weekly, dans des W weekly, dans des W weekly, dans des W weekly, qui annulent les magnifiques M. Derrière, vous avez un bêta, et vous mettez 3 milliards là. Aussi bien à prendre ses 110%, hein, Warren. Aucun problème avec ça. Mais vous avez compris un peu l'idée? Potentiellement, c'est ça qu'on pourrait attendre avec une distance beaucoup moins grande. Hein. Là, c'était depuis 2009, vous avez compris le truc. Mais sur les bancaires et sur les marchés plus traditionnels, c'est beaucoup plus long en termes de structuration. Et il y a du rendement derrière, etc. Hein. C'est un petit peu comme l'inflation, si vous voulez, ou les tokenomics que vous avez dans airdroppé ou les tokens de staking. Hein. Mais techniquement, c'est... L'objectif, je pense que c'est ça, quoi, derrière. Ok? Et peut-être, parce qu'ils vont s'exposer sur les cryptoactifs, ils vont prendre leurs clients, ça va générer des revenus, etc., etc., etc. Je voulais qu'on parle, bien évidemment. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, parce que je trouve ça intéressant et ça permet de répondre à pas mal de commentaires, notamment dans les commentaires YouTube. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à m'en poser, mais voilà, juste un tout petit peu plus, si vous voulez que je vous réponde, argumentez plus plutôt que d'attaquer. Ça me dérange pas au niveau de la critique. Vous avez vos réflexions, vous avez vos avis. Bien évidemment, on peut être... contrarien, il n'y a aucun problème avec ça, mais juste un peu les argumenter, comme ça je me fais un plaisir bien sûr de vous répondre. On prend Netflix et Snapchat. Vous l'avez regardé Snapchat qui s'est fait dégommer? Et on va se dire pourquoi il s'est fait dégommer Snapchat. En daily, ça ouvre à la baisse de 30%. On était déjà dans une zone de rechargement d'achat. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Snapchat, ça vaut rien, c'est tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'était dans une classe Echo, ici, donc on ne met pas all-in malgré, s'il y a des structures, etc. Il n'y avait pas de structure sur Snapchat. D'ailleurs, ça ouvre en baisse, ça repère 30%. Pourquoi? 38% de baisse. Waouh! Et ça rentre, en fait, sur un 0,82. Je vous le dis, j'achète très souvent les 8,86. Donc, très potentiellement, je vais attendre 2 jours, mais à mon avis, c'est potentiellement une truc que je pourrais prendre au niveau de Snapchat par rapport à tout ça. Pourquoi ça se pète la tronche? En fait, c'est extrêmement simple. Je vais essayer de le récupérer. Je ne sais plus trop où j'ai vu ça. J'ai dû l'enlever. Mince. Bon, c'est pas très grave, j'ai quand même noté. C'est très simple. Snapchat, en fait, annonce et a envoyé son courrier à la SEC, parce que comme c'est un marché, c'est une action cotée, envoie des résultats potentiellement inférieurs aux attentes du marché pour le trimestre numéro 2. Des résultats financiers
moins élevé que le trimestre numéro 2, par rapport aux attentes, moins élevé que les attentes. Néanmoins, ils expliquent, et ça c'est super intéressant, j'aurais dû vous retrouver l'article, je suis désolé, mais ils expliquent dans l'article qu'ils ont gagné des abonnés, et gagné en fait de l'audience. Donc il y a plus de personnes qui vont sur Snapchat, mais ils perdent de l'argent parce que peut-être qu'on est un petit peu en train de... On est moins friand de la communication sur Snapchat en ce moment parce que c'est peut-être difficile, on presse la récession, on essaie de faire des économies, etc. Tout est lié, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, moins d'argent potentiel, mais plus d'abonnés. Et on corrèle à Netflix. Donc le truc, il perd 90% de sa valorisation, ou 88%, hein, d'accord, depuis son précédent ATH. On passe à Netflix, sauf que Netflix, c'est un petit peu différent. Mais c'est le même constat, en réalité. Il perd 90% ou 75% de sa valeur. Netflix perd des abonnés. Je vous annonce tout de suite qu'ils ont prévu de perdre 2 millions d'abonnés sur le T3. Ils en ont perdu 200 000, mais sur le T2 ou sur le T3, je crois que c'est sur le T3, en fait, ils estiment à perdre 2 millions d'abonnés. Mais il faut quand même qu'on se rappelle de quelque chose sur Netflix, parce qu'on tend à l'oublier. Netflix, juste au niveau du crack Covid ici, voilà, entre là et le top, est-ce que vous savez combien ils ont gagné d'abonnés ici ? Ils en ont gagné 36 millions de plus. 36 millions de plus d'abonnés. Je perds 200 000 abonnés. Je me retrouve ici. Je perds 2 millions d'abonnés. Je me retrouve ici. En somme, là, ils ont gagné 36 millions d'abonnés. Et ici, ils en perdent, allez, on va dire même 10 millions avec Disney+, etc. Et en contrepartie, c'est ça qui m'intéresse en fait dans l'action Netflix, pour le coup, bah, c'est clairement ça. Nous savons que les chiffres sont descendants pour nos investisseurs, mais nous sommes déterminés à parvenir, etc. Alors, moins d'utilisateurs, mais un chiffre d'affaires en hausse. En hausse. En fait, ils vont gagner 8 milliards de dollars au premier trimestre en 2022, soit 10% de plus qu'en 2021. Vous vous rendez compte que Netflix, en fait, perd des abonnés, mais sur le T1, ils font 10% de plus de chiffres que par rapport à 2021 en plein Covid. Est-ce qu'en réalité, la valeur de l'actif de Netflix reflète bien sa réelle valeur ? Ça, on peut aller le regarder en réalité par rapport au PER. Et ça, c'est en fonction de vous. Actuellement, Netflix a un PER de 17. Vous prenez le PER de Tesla, vous avez juste peur. C'est ça qui est important. Ok ? Donc moi, c'est potentiellement quelque chose qui est en train de m'intéresser. Pour moi, un PER au niveau des actions tech, c'est plutôt près de 25. 25 serait un bon PER pour moi. Netflix actuellement est sous-valorisé. Mais j'attendrai des structures pour pouvoir réinvestir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, beaucoup pensaient que ici Netflix était sous-valorisé. Ici, c'est vraiment sous-valorisé. Ici, c'est cadeau. Bah, potentiellement, si j'ai une structure à mon cadeau, bah, je prendrai mon cadeau. Je préfère le cadeau, moi. Et j'attendrai une structure de retournement. Sur les valeurs technologiques, elles y sont toujours. Il faut juste être patient. Ou en tout cas, très très souvent. Voilà. Ou des bougies de ravalement en weekly. Vous connaissez le principe un petit peu de ce que j'avais potentiellement annoncé. Voilà pour ça. Il y a quand même des actions qui marchent bien. On peut parler crypto, mais c'est intéressant aussi de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, parce qu'on est toujours dans ce mouvement des capitaux. Total Energy, par exemple, fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que c'est une pétrolière, pardon. C'est pas celui-là que je voulais prendre, au niveau de Renex Paris, pardon. Voilà. C'est une pétrolière. Voilà. Elle va chercher, en fait, elle traverse complètement, elle fait des structures en W weekly dans une zone de rechargement de vente logique. Pour le coup, c'est plutôt bullish l'histoire, et on va chercher des nouveaux highs. La tendance reste complètement haussière. C'est ça qu'on achète en réalité. Et il y a beaucoup de traders de suivi de tendance qui achètent, on s'en fiche des zones, c'est pas très grave, on se couvre, et puis derrière, on va chercher des nouveaux sommets potentiellement, que Total fera un nouvel ATH. Si on continue à avoir un prix du baril relativement fort, soyez complètement convaincus qu'au niveau des énergies fossiles, Total en profite, c'est une certitude absolue. Donc, le marché le price tranquillement mais sûrement dans une jolie valeur défensive qui propose du rendement, bon père de famille, tout se passe très bien. Vous avez Coca-Cola également. Vous savez, en 2008, on l'a bien vu, les gens en fait n'avaient plus d'argent, mais ils avaient beaucoup d'argent pour acheter du Coca-Cola. Ils ont fait des records de vente pendant la crise parce que les gens en fait jouent au jeu d'argent beaucoup pendant les crises. Coca-Cola, ça y est pas ? Coca-Cola Company, KO, pardon. Joue beaucoup au jeu d'argent, c'est pour ça que ça avait fait des jolies performances, et c'est pour ça que potentiellement s'il y a une forme de récession, je me positionnerai sur la FDJ, parce que je pense que ça peut être une bonne opportunité. Ça retrace actuellement, c'est pas encore dans ma zone, j'ai pas de structure, mais Coca-Cola a très bien performé, il n'y a aucun problème avec ça. Ok, crise, tout de suite ravalée, puis derrière ça fait des nouveaux sommets sur des nouveaux sommets, sur des nouveaux sommets, sur des nouveaux sommets, etc. C'est un petit peu vacillé là, au niveau du crack Covid, c'est normal, on l'a fortement pricé parce que c'était dû aux exportations et aux importations. Voilà. Quand il y a des virus qui circulent par bateau, bah c'est très difficile, entre guillemets, pour le marché pricé.
Ça, c'était une excellente opportunité de racheter du Coca-Cola aux alentours des $40. C'est pas resté longtemps et puis derrière, ça fait de nouveaux sommets. PepsiCo, même combat. On peut parler de PepsiCo. C'est toujours très intéressant. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, pardon. Très intéressant. Ça fait des nouveaux sommets sur des nouveaux sommets. Il y a des structures, mais c'est parfaitement haussier. Enfin, c'est juste génial. Ça, c'est la bourse comme on l'aime, quoi. Bon père de famille. Donc nous, on est en train de s'attaquer un petit peu sur les cryptoactifs, etc. Parce qu'on cherche un petit peu de la spéculation et tout ce que vous voulez. Oui, mais dès lors, même si vous regardez ça en 10 minutes ou en quart d'heure, attendez ce type de choses pour pouvoir éventuellement vous positionner. Ok, c'est super important. Voilà. Je voulais vraiment vous prendre un petit peu de recul par rapport à ça. J'espère que j'ai été clair. Et je le répète, je pense vraiment qu'il faudra du temps aujourd'hui pour que de nouveaux capitaux entrent dans ce marché. Je le répète et je l'ai déjà vu en réalité, on le voit de façon très fréquente. En réalité, les nouveaux capitaux de façon massive, généralement, ils arrivent ici ou potentiellement ici. Tout là-dedans, là, c'était que des capitaux qui étaient déjà en réalité dans le marché. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas complètement à l'abri d'avoir quelque chose comme ça. Hein. Et après, on ira chercher les patterns de wake-off et tout ce que vous voulez pour pouvoir faire un crash derrière. Mais potentiellement, on espère qu'on le verra arriver dans une zone de rechargement de vente. Bitcoin ne nous laisse pas forcément la possibilité de structurer des magnifiques choses dans des zones de rechargement de vente logiques, mais des petits M-top en daily ou des choses comme ça pourront potentiellement nous pousser à nous protéger peut-être de façon même limitée, mais quand même, et c'est plutôt ce que moi je regarde et c'est plutôt ce que moi je pressens par rapport à ce marché, même si on rentre dans une forme de stagflation, je pense qu'on aura une forme d'excès, même si on ne vient pas à casser les nouveaux sommets, etc. Pour être tout à fait honnête, je le pense très fortement, hein, qu'on n'a pas vécu cet excès final, etc. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on le fait avant, après 2024, en 2025 ? C'est pas grave, j'ai le temps. Ça peut rester comme ça pendant des années, je vous le dis franchement. Je serai avec vous derrière les écrans et on construira notre stratégie. Et que si ça fait ça, et à ce moment-là, pour tous ceux qui font du DCA, je vous dis pourquoi pas. Et puis nous, nous les rois, on attendra des trucs comme ça. Mais oui, vous avez raison, on a pris plein de cryptos ici. C'est pas grave, partez du principe que plus ça baisse, et moins vous agissez, plus vous faites baisser votre prix moyen. D'accord ? Ça, c'est super important. Plus vous ferez baisser votre prix moyen. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.